Bonjour à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma. Je m'appelle Cédric et je suis avec mes compères Martin et Léandre. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Salut les gars. On est potes tous les trois, on est tous les trois cinéphiles. On a un peu donc la même passion et surtout on est tous les trois vidéastes. Spécifiquement les gars du coup, donc si vous voulez vous présenter un peu parler du collectif. Bonjour, moi c'est Léandre. Alors moi j'ai 25 ans, j'habite à Nantes et avec mon collègue Martin, on a fait notre collectif qui s'appelle Uppercut. Et au nom de ce collectif, on réalise des vidéos promotionnelles, principalement pour tout type de structure. Et à côté de ça, on essaye le plus possible de se libérer du temps pour faire du court-métrage, du documentaire. Et puis par exemple, moi avec Cédric aussi, je fais de la musique. Voilà, de la musique à l'image, de la musique de film. On essaie de faire ça le mieux possible. Et donc moi c'est Martin, j'ai 26 ans bientôt et donc je travaille avec Léandre comme il disait. Et quand on libère du temps libre, on aime bien faire des petits trucs souvent en rapport avec le cinéma. Et pour parler de ce podcast, ça fait depuis longtemps qu'on se connaît tous les trois. Je sais pas depuis combien d'années. 5 ans je dirais, comme ça. Ouais, 5 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, on a voulu faire ce truc parce qu'on parle énormément de cinéma tous les trois et on se retrouve beaucoup autour de conversations qui durent souvent des heures et dans lesquelles on part dans plein de sens. Et en fait, on a mis énormément de temps avant de se lancer à faire quelque chose tous les trois. Et donc, c'est chose faite aujourd'hui, cet après-midi. Et oui, et du coup c'est vrai que cette idée de podcast, forcément c'est un truc un peu commun, on va dire. C'est pas forcément le truc le moins cliché. Mais dans l'idée, là c'est le pilote, on va dire, c'est un espèce de test. Du coup, ce ne sera pas nécessairement rentrer à fond dans l'analyse cinématographique ultra poussée, mais on va plus du coup discuter un peu entre nous et essayer de plus de se présenter en fait, parce que si jamais vous écoutez les futurs épisodes, ce sera plus intéressant de nous connaître un petit peu et de connaître un peu notre rapport au cinéma. Donc du coup, dans cette hypothèse-là, moi je me suis dit que ce serait bien de commencer par le début et du coup de parler des premières fois. Donc mon premier sujet, ce serait du coup le premier souvenir de cinéma. Donc spécifiquement la salle de cinéma. Donc on l'a déjà un peu mentionné entre nous, j'imagine que vous vous rappelez pas spécifiquement du premier film que vous avez vu au cinéma. Moi oui, du coup j'en parlerai. Mais voilà, les premiers souvenirs de la salle, c'est ces moments où t'as genre 5-6 ans avec tes parents. Ma première séance de cinéma, ça devait être Spider-Man 2 avec mon tonton. Et, ou alors Harry Potter 2 avec ma grand-mère et mes cousins, tout ça. Sinon, Spider-Man 2, ouais, parce qu'après, je m'amusais à me prendre pour Peter Parker. Évidemment. Chose que je ne suis pas. Et sinon, vraiment, le premier truc où je me suis dit, le premier film où je me suis dit que c'était vraiment trop cool le cinéma et que c'était quelque chose d'à part entière du reste et que j'ai vraiment ressenti le fait qu'il y avait quelque chose d'intéressant à prendre là-dedans pour faire des vidéos derrière ou pour juste se divertir tout simplement, c'est Kick-Ass, en 6e. Quand j'étais en 6e, c'est vraiment le film que j'ai regardé chez moi, où j'ai vraiment beaucoup rigolé. Il y avait une patte, il y avait quelque chose d'original dans ce que j'avais l'habitude de regarder. Chose qui était principalement des Louis de Funès ou des choses comme ça que je regardais chez moi, avec mes parents. Et c'est vraiment le premier film où le lendemain, j'ai recommandé à mes copains ce film-là. Donc c'est le premier film que je me rappelle avoir recommandé, en tout cas. Ça marche. Alors je te retiens là-dessus, on reviendra sur ce sujet-là tout à l'heure. Ok, donc du coup, Spider-Man 2, donc on est à peu près 2004, il me semble, un truc comme ça. Ouais. Donc, ouais, c'est ça, on est dans les 5-6 ans, j'imagine. Donc sacré impact, moi je l'ai pas vu au cinéma, mais du coup, j'ai quand même un très très bon souvenir de ce film-là, c'est un des meilleurs Sam Raimi, je trouve. Ok, pour ma part, c'est Tarzan, mon tout premier souvenir de cinéma en 1999. Non, mais le premier, parce que t'as 55 ans. C'est ça, le Tarzan de 1925, évidemment. Non, ouais, j'ai pas précisé tout à l'heure, du coup, moi j'ai 29 ans. Du coup, j'ai 4 ans de plus que les gars. Et du coup, donc, 99, c'était ma première séance de cinéma. Et du coup, grosse claque. Tarzan, clairement, c'était déjà ce truc d'être en salle, dans le noir, entouré de plein de gens. La salle, elle me paraissait immense. Je pense que je devais être avec ma tante et peut-être mes parents. Et ouais, Tarzan, du coup, ça reste à ce jour mon Disney préféré. Je trouve ça un fantastique film d'animation. Et c'est ton Disney préféré parce que t'es allé le voir au cinéma? En partie, je pense que ça influe, c'est pour ça que je le précise. En effet, je sais pas si je dirais que c'est le meilleur Disney objectivement, mais en tout cas, c'est clairement de loin mon préféré. Donc il y a un côté nostalgique en fait dans le fait que tu aimes ce film. Totalement. Et je sais qu'à chaque fois que je revois la scène d'intro, là, quand il y a le générique, les tambours, la musique de Phil Collins, c'est surtout cette longue scène d'intro super intense, ça, qui est pas muette, mais c'est vraiment la musique qui parle avec les images, quoi. C'est toujours...
c'est un moment qui me met direct les frissons et ça passe du rire aux larmes, c'est vachement intense et c'est très, très beau. Et ouais, voilà, ça c'est un gros souvenir qui m'a pas mal marqué. Je pense que je suis à peu près sûr que c'est ça le premier film que j'ai vu au cinéma. Et moi, pour ma part, ceux qui me connaissent, dans ceux qui écoutent, ils savent que je n'ai pas une super mémoire. Et tu m'en avais parlé, Cédric, que tu poserais sûrement cette question. Et moi, je ne suis pas sûr que ce soit mon premier film que j'ai vu au cinéma, mais j'ai un souvenir de Harry Potter 2 aussi, que j'étais allé voir avec mon cousin et ma tante, et qui en fait est un souvenir de cinéma, mais un souvenir de courage surtout. De courage. De courage, parce que je me souviens, enfin c'est ce qui m'a marqué en fait dans ce film, c'est que en fait quand il y a le serpent à la fin, le basilic, de toute façon dans le film il y a toute la métaphore qu'il faut pas le regarder dans les yeux, et donc quand il apparaît pour la première fois, je me souviens que j'étais petit et qu'il y avait un peu ce truc là avec mon cousin de faut pas qu'on le regarde dans les yeux. Et en fait avec mon cousin on s'était caché les yeux, et en fait moi j'avais enlevé la main et j'avais regardé, et là j'avais fait waouh, et j'étais trop content parce que j'avais pas eu peur. Et je me souviin après le film d'avoir en fait de m'être beaucoup moqué de mon cousin parce qu'il avait pas vu, il savait pas à quoi ressemblait le serpent en fait, D'accord. à part une fois mort. Mmh. Voilà, sinon pour moi, pour le souvenir de cinéma que j'ai, le premier. Et sinon, je pense que tu y reviendras tout à l'heure. Moi, le film pour le coup qui m'a un peu bouleversé par rapport au cinéma, qui m'a fait comprendre que c'était l'ouverture à quelque chose, je me souviens d'avoir vu Le Seigneur des Anneaux 1. Et d'avoir juste compris, j'ai pas tout compris, mais juste d'avoir compris que le cinéma, ça pouvait être aussi, mis à part l'animation, être un moyen pour comment dire, construire un univers et faire rentrer un spectateur dans un univers qui n'existe absolument pas. Et voilà, et après, il y a eu énormément d'autres films que j'ai vus et qui m'ont conforté là-dedans. Mais Le Seigneur des Anneaux, tu l'as pas vu au cinéma par contre. non, je l'ai vu à la télévision, sur TF1. Avec les bonnes pubs. Avec les bonnes pubs, la bonne pub pile au meilleur moment, Évidemment. toujours. Voilà. Ça marche. Ça du coup, pareil, comme je disais à Léandre, on va y revenir tout à l'heure, on développera un peu là-dessus. Du coup, c'est intéressant que tu parles du coup d'Harry Potter 2. C'est vrai que c'est pas commun, je trouve, comme premier film à aller voir, dans le sens où du coup, moi, j'ai vu le premier d'abord, et c'est vrai que le premier Harry Potter, il avait vachement ce côté très jeunesse, film féerique de Noël et tout. Et dès le deuxième, en fait, on part sur un truc un peu plus, je trouve, horreur. En fait, il est un peu plus sombre, il est un peu plus dark, et je sais qu'il me faisait pas mal flipper et tout, donc c'est un peu particulier aussi de commencer par ça, je trouve. Mais c'est intéressant. Après, c'est très subjectif, mais moi, je trouve que la scène la plus flippante de tous les Harry Potter, c'est dans le 1, dans la forêt, quand il se retrouve tout seul dans la forêt et qu'il y a le Voldemort bizarre sous sa capuche, le truc qui est en train de sucer la licorne. Pour moi, ce moment est bien plus effrayant que les suites, mais oui, c'est plus tu parles de l'atmosphère globale du film, Totalement, ouais. qui est un peu plus sombre, oui. Surtout en comparaison spécifiquement à celui-là, je trouve. Et oui, en effet, la scène de Voldemort est un peu flippante, mais c'est parce que c'est très, aussi, très mystérieux, tu comprends pas vraiment ce que tu vois. Là où je trouve dans le deuxième, c'est à partir du moment où il commence à rentrer dans les, dans les toilettes des filles et parler en fourche-langue, et ensuite être un peu sous terre et tout dans les sous-sols du château, il y a ce côté un peu, j'ai pas envie de dire secte et tout, mais tu vois, c'est soudain, il y a ce... Ah oui, il y a toujours cet esprit Club des 5 en quête d'enfants et tout ça quand même. C'est Et ça, par contre, oui, la musique même, elle commence à prendre une tournure beaucoup plus dramatique. totalement. Il y a des enjeux qui deviennent vraiment des enjeux de mort, en fait, tout simplement pour des enfants qui prennent des décisions qui ne sont pas de leur âge. Et oui, après, les gens qui sont allés voir le 2 au cinéma, ils s'attendaient à regarder Maman, j'ai raté l'avion comme le 1, Totalement. et puis ils se sont retrouvés face à un gros serpent. C'est un gros serpent, quoi, un gros pépère, quoi. C'est bien, du coup, ça me permet de faire l'enchaînement du coup avec le petit sujet qui vient juste après, c'est les films de votre enfance en fait. Et je me doutais bien qu'on allait direct parler d'Harry Potter, parce qu'on est un peu cette génération-là, même si du coup moi j'ai peut-être 4 ans de plus que vous, et en soi on a quand même grandi exactement avec ces mêmes films-là. Et donc on peut développer un peu sur Harry Potter, et je mentionne juste au passage forcément les Disney, quoi. Je pense que tu sois né entre 1930 et 2030, on a à peu près tous grandi avec des Disney. Que ce soit des Disney qui avaient déjà 80 ans à l'époque, ou les Disney qui venaient juste de sortir. Déjà là-dessus, si ça vous parle, si vous avez des trucs à dire, et surtout quels sont les autres films de votre enfance, en fait, qu'est-ce qui vous a accompagné? Mais moi, j'ai un peu abordé le truc en disant que j'ai été un peu bercé aussi au Louis de Funès. Ouais, carrément, moi aussi. Les Louis de Funès, les Bourvil, enfin oui, les Jean-Marie Poiret, Francis Weber, tout ça, à fond, comédie française, donc bercé par les grimaces de Louis de Funès. Puis surtout parce que mon père est un énorme fan de
de cet acteur-là. C'est pour ça que d'avoir été bercé par ça et les Disney aussi, parce qu'on a chez nous une DVD tech, enfin une cassette, VHS tech. une VHS tech de Disney et ça, c'est parce que on a tous grandi avec ça, je pense. Ouais. Il y avait les Disney pour mes 2 sœurs et puis il y avait les Disney à moi, même si au final tout le monde regarde les mêmes Disney. C'est un retour à l'enfance dès que tu regardes un Disney et puis voilà, j'ai un grand poster de Peter Pan que j'ai gardé jusqu'à il y a encore 2 ans, donc après ça c'est peut-être parce que j'ai pas envie d'être un adulte, je sais pas. Tu veux qu'on en parle? Non, on en parlera mais après. On en parlera plus tard. Moi, pour ma part, ouais, bien sûr, les Disney. Alors peut-être que s'ils écoutent, ils diront super, merci. Et moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir été bercé par mes parents avec le cinéma particulièrement. Mais oui, j'ai vu les Disney, j'ai une grande sœur. Oui, le classique, le Roi Lion. Je pense que ton Tarzan à toi, c'est mon Roi Lion à moi. Je pense que c'est celui qui m'a le plus bouleversé quand j'étais petit. Puis il est considéré comme le meilleur Disney aussi. Hein, donc. Oui, et avec raison, je trouve. Et non, sinon, je crois que c'est pas un Disney. Je crois que c'est un peu le truc où personne ne sait jamais, mais moi j'ai un gros souvenir aussi de La Planète au Trésor. Si c'est Disney. C'est Disney? Ok. Mais qui est arrivé un peu plus tard, peut-être que... C'était un des derniers films en animation traditionnelle. Lui, il m'avait pas mal... Gros univers steampunk. Ouais, il m'avait pas mal choqué. Non, mais puis le méchant aussi était assez... Carrément. assez flippant. Sinon, en film d'enfance... Moi, c'est sûr, j'ai pas eu tous les trucs, les Goonies et tout. Enfin, ça, je l'ai vu la vingtaine passer largement. Ouais, c'était la génération d'avant qui a plus qu'à grandir avec ces films-là, je pense. Du coup, pareil, évidemment, Harry Potter, Disney et compagnie. Mais non, comme tu disais, donc Louis de Funès aussi, c'est pareil, sur ce genre de grandes personnalités, évidemment, Jim Carrey, hein, on peut pas passer à côté, je pense, The Mask, Ace Ventura et tout ça, c'était... Même jusqu'à Bruce le Puissant, c'est des films qui m'ont pas mal accompagné, c'était clairement mon acteur préféré à l'époque. Et moi, je sais que j'avais un amour assez particulier aussi pour, déjà, à l'époque, le cinéma de Joe Dante. Je pense spécifiquement à Small Soldier et Gremlins, qui étaient vraiment qui faisaient partie de mes films préférés à l'époque. C'était cette espèce de mood 90s USA qui faisait rêver, quoi, les gamins. Enfin, c'était génération VHS, forcément. Mais à quel âge? Très jeune, hein, très jeune, c'était mes VHS, quoi. Et puis c'était ce truc de tes jouets qui prennent vie. Enfin, Mais oui, mais de ouf. il y avait Toy Story, il y avait Small Soldiers, il y avait l'Indien du placard, ces trucs-là qui étaient très très sympas. Rapidement aussi, moi j'ai toujours été passionné de bande dessinée, donc tout type de bande dessinée, mais à cet âge-là c'était surtout de la bande dessinée franco-belge. Et du coup, tous les Astérix, déjà en animation, les quelques Lucky Luke, le Tintin, l'Aquarequin et tout ça, c'est des trucs je les connaissais mais par cœur, je les mettais en boucle. Ça a dû faire tout drôle quand il y a eu le Spielberg qui est arrivé. Totalement. Même ça m'a assez perturbé en fait, non seulement de les voir en 3D, mais qu'ils aient des nouvelles voix et que c'est une version américaine, quoi. Et t'as été touché par le mélange d'histoire de Tintin qui est un peu mélangé dans Le Secret de la licorne de Spielberg. Ouais, plus ou moins, c'est quand même assez fidèle, hein. Ça suit quand même bien la trame du Secret de la licorne. Mais oui, c'est ce que j'en attendais. Après, il y a des qualités, il y a des défauts. J'avoue que je suis pas tout à fait partial sur la façon dont ils ont fait le personnage du Captain Haddock. Je trouve qu'il est beaucoup plus alcoolique, triste, là où nous on a habitué à un Haddock très, très colérique. Mais voilà, après ça fait partie des bons Spielberg quand même que j'aime bien. Et juste à mentionner au passage, du coup, Roger Rabbit, le petit dinosaure, la bande de Picsou. Le petit dinosaure à fond. Tu vois, film d'enfance, ça, le petit dinosaure. Et ça, c'est Spielberg aussi, évidemment. Jurassic Park, Casper, Babe le cochon, etc. Bon, tous les trucs un peu fin 90, début 2000. Rudy le cochon. Je connais pas. Rudy le cochon. C'est qui Rudy? Dis-nous qui c'est Rudy, parce que... Mais je me rappelle plus exactement, c'est juste que oui, c'était la cassette d'un... C'est comme la vibe Beethoven et tout ça, sauf que là, c'est vraiment avec un cochon. C'est la famille qui part dans leur maison secondaire au bord d'un lac, mais avec leur animal de compagnie. Donc c'est un plagiat de Babe, en fait, direct. Ouais, complètement, mais je pense, mais peut-être que s'il y en a qui entendent ça et qui se rappellent de Rudy, ça se trouve, je dis complètement n'importe quoi. Mais il me semble que c'était ça. Mais c'était vraiment Beethoven avec un cochon. Et Beethoven, incroyable aussi, au passage. Yes. Beethoven, film d'enfance. J'ai jamais vu Beethoven. Et pour le coup, film d'enfance, en parlant de ça, d'animaux qui parlent, moi, les Stuart Little. Ouais, à mort. Vraiment, quand j'étais petit, pareil. Et je peux pas ne pas mentionner Pokémon, évidemment. Parce que ça, c'était toute ma génération. Et en dernier lieu, du coup, c'était
on va dire, la dernière période où je pouvais encore me considérer comme un enfant, c'était un peu les débuts du cinéma d'animation 3D qui devenait vraiment mainstream, donc on va dire 10 ans après Toy Story, quoi. Shrek, L'Âge de Glace, les Pixar, Monster Company, etc. Mais tu vois, pour en revenir à Pokémon, moi, j'ai pas du tout été éduqué à ça, parce que c'est normal. C'est normal pour un enfant de 8 ans de jamais avoir. Bah, la question, c'est qu'est-ce que tu regardais à la télé si tu regardais pas Pokémon? Je jouais au Feuille d'Idole et je regardais le Finesse. Ah, mais moi aussi, je regardais Louis de Funès, tu vois. Non, mais c'est vrai que ce truc-là, j'ai l'impression d'avoir toujours été parmi dans les bandes de copains, tout ça, le seul qui a jamais joué et regardé Pokémon. Je sais, quand on discute de Dragon Ball Z, les trucs Ouais, comme ça avec toute cette culture-là, en fait, manga. Moi, typiquement, quand on rentrait de l'école, Bah ouais, direct à la télé. Game One, Dragon Ball Z, bim bam boum. Mais oui, toi, t'as pas eu ça? Sinon, c'est pas grave. Tu m'en veux pas? Non, je t'en veux pas. Ok, on va faire. Ouais, pour le coup, alors que je ne suis pas du tout spécialiste, on va dire, comédie française, j'ai jamais trop été bercé à ça, mais par contre, il y en a 2-3 où, les visiteurs et les bronzés font du ski, directement, quoi. Ça carrément, petit. Mais sinon, non, là, je n'en ai pas d'autres qui me viennent. Le retour à le futur, les gars. Ouais, moi, j'ai pas grandi Moi, tout direct ça, avec ça. même Jurassic Park, Jurassic Park, ouais. Retour vers le La futur. bonne cassette du retour à le futur, là. J'aurais adoré. Moi, je sais que c'est quand je suis arrivé à la fac que je me suis dit, en fait, il est grand temps que je vois les Rocky, les Rambo, les Aliens, toutes les sagas avec lesquelles tout le monde a grandi, sauf moi, j'ai l'impression. Parce que, ouais, j'étais que dessin animé ou comédie, et c'est vrai que il a fallu que j'atteigne un certain âge avant de regarder des films avec des vrais acteurs. Et quand bien même c'était le cas, c'était du Jim Carrey ou du Louis de Funès, quoi. Et ouais, 6 films d'enfance, quand même, prélogie Star Wars aussi. Ouais, pareil, moi j'ai découvert Star Wars beaucoup plus tard. Mais oui, évidemment, tout le monde a grandi avec Star Wars. Mais en tout cas, dans le cinéma, les Disney, les comédies françaises, je pense que ça ressemble un peu à ce que beaucoup de gens C'est notre génération, quoi. connaissent de nos générations et tout. Mais, On l'a pas dit, mais du coup, moi, j'ai fait une année d'études de cinéma avec Léandre, et ensuite Léandre est allé dans une autre école avec Cédric. Donc, C'est ça. justement, parce que je n'écoutais pas assez en histoire du cinéma. Parce qu'il avait pas regardé le Dr Caligari. Et c'est pour ça que tu vas perdre à ce petit quiz. Exactement. Donc du coup, ça m'amène ce sujet-là à mon premier jeu. Enfin, c'est un petit quiz cinéma que j'avais prévu, un peu culture. Je me suis dit, quitte à parler des premières fois, ce serait intéressant de parler des premières fois du cinéma. Ok, au cinéma. J'ai eu peur. Ok, donc vous êtes prêts je vais vous poser des questions. Le premier qui répond, il gagne un point, on va dire. Oui, y a pas... on commence simple. Quel est le premier blockbuster de l'histoire du cinéma? Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, bonne réponse. Ouais, par contre, c'est sans pitié, vous répondez Ok. direct. Quel est le premier film intégralement animé en images de synthèse? Toy Story. Tout à fait, c'est Toy Story. Quel est le premier film donc de l'histoire du cinéma à avoir un héros, un protagoniste intégralement en images de synthèse? C'est-à-dire le film est un vrai film, tourné avec des vraies images, avec des vrais acteurs, mais le héros du film, qui porte le titre du film, est intégralement en images de synthèse et redoublé par un comédien. Terminator 2. Non. Il n'y a pas de personnage qui est intégralement en image de synthèse dans Terminator 2. Je comprends pas. C'est-à-dire, le film est en prise de vue réelle. Ouais. Il y a juste un personnage qui est en image de synthèse. Le héros, ouais, tout à fait. Il y en a eu plein, je peux vous citer des trucs qui sont arrivés plus tard, comme Stuart Little et compagnie. Ok, d'accord. Mais avant ça, le tout premier à avoir eu un héros, et c'est un héros culte, c'est un héros qui existait déjà 30 ans avant que le film soit fait. Scooby-Doo. Pas Scooby-Doo, mais on est dans cette vague-là, c'est un peu plus tôt. Ok. Donc il y a d'autres personnages d'image de synthèse dans le film, mais lui c'est le principal, il y a surtout d'autres humains à côté, avec qui il est copain. Après, il y a les Spielberg, genre E.T., mais sauf que c'est pas du tout l'image de synthèse. Dans de la mer, pareil. Bah, tu prends E.T., tu prends Scooby-Doo et tu vas pile au milieu entre les deux. En 95, ce qui est un gros indice. Ah, Roger Rabbit. Non, ça c'était années 80. Et Roger Rabbit, c'est pas de l'image de synthèse, c'est de l'animation traditionnelle. Attends, le mélange entre E.T. et Scooby-Doo. Je veux dire au niveau des années. Au niveau des années. Ah, ok. Là, j'étais en train d'imaginer. Un chien alien chelou. Le 95. Je suis sûr qu'en plus, je le sais parce que j'ai regardé la série Light and Magic. Ok. Je sais pas si tu vois. Ah bah si. Et je suis sûr ils en ont parlé, ils l'ont dit. Mais... Ah bah c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que c'est un peu lié à l'univers Spielberg et tout ça. Je sais pas, j'ai envie de te dire... Ouais, non, Jurassic Park. Non, mais on est 1 an après Jurassic Park, 2 ans après Jurassic Park. Et c'est... Bon, vous imaginez déjà si le héros du film est un personnage cartoon, entre guillemets, c'est forcément un truc un peu pour les enfants. Et j'espère que vous l'avez vu, le film, en tout cas vous le connaissez, c'est sûr. Et c'est dans la thématique des films d'enfance des années 90. Moi j'ai grandi avec ce film, il faisait partie de ma collection de VHS. Je vous le dis? Ouais. C'est Casper.
Ah oui, bah oui. Brad Silverling, 1995. Ok. Bah oui, ils en ont parlé dans Light and Magic, mais j'ai pas. Ouais. Après, je sais que moi, ce film il m'a beaucoup marqué. Je sais pas si vous, spécifiquement dans vos vies. Et du coup, Light and Magic, pour conseiller un truc, c'est une super série de 8 épisodes et c'est trop intéressant. C'est sur ILM, donc l'entreprise qui a été créée par George Lucas en marge de Star Wars pour réaliser tous les effets spéciaux. Et c'est l'entreprise qui est spécialisée dans les effets spéciaux depuis plus de 30 ans. Et c'est trop intéressant en fait de voir comment ils font. Mais... Carrément. Ils sont toujours au top encore aujourd'hui. Oui. Et ce qui est trop intéressant, c'est que à la genèse du truc, il a vraiment pris les mecs les plus barrés dans leur domaine et il a dit je vous achète un hangar et vous allez travailler sur Star Wars. Et après, le truc, c'est devenu une multinationale alors qu'à la base, c'est vraiment fait avec des fous, en fait, des gros bricoleurs et c'est trop intéressant. C'est en 8 épisodes et c'est très bien. Absolument. Quel est le tout premier film à avoir utilisé la colorimétrie? Le Magicien d'Oz. Non, la colorimétrie telle qu'on l'a maintenant en numérique. Pas le premier film en couleur, mais le premier film à avoir tweaké les couleurs en numérique de manière à donner un aspect au film. Oh là. Donc vous doutez déjà, c'est après, c'est un truc qui a 20 ans max. Ouais. Matrix? Non. Un truc où vraiment les couleurs, ça fait partie du film, genre. Ah, Sin City ou quelque chose comme ça? Non, c'est pas à ce point-là. Hein. Mais j'avais une autre question, c'était quel est le premier film à avoir été tourné en numérique? J'aurais peut-être dû commencer par ça. Parce que moi, ça vous aurait donné les dates, mais... Ouais, je crois savoir aussi. Tu sais? Je crois savoir aussi. En entier, c'est l'attaque des clones. Non. Le tout premier film à avoir été tourné en numérique, c'est Vidocq, ce chef-d'œuvre du cinéma français. Je l'ai jamais vu parce qu'il n'est pas conseillé. Ouais, je l'ai pas vu non plus, je vous avoue, mais mais j'ai vu tout un tas de trucs dessus. C'était Ok, celui-là, ok. le vrai tout premier. Et forcément, ça avait pas eu qu'une bonne réputation à la base. Et ensuite, du coup, Star Wars est sorti après, le deuxième Star Wars. Et du coup, juste après ça, vu que c'est devenu tout un truc, les images numériques, on pouvait tourner à l'infini, on n'avait plus besoin de se rester sur la pellicule. Voilà, ils se sont dit, on peut refaire toutes les couleurs, on n'est plus obligé de rester, de créer des éclairages exprès, ou de rester à telle heure, machin. On peut créer, donner tout un aspect au film, le rendre un peu plus sépia, pour lui donner un ton un peu plus d'époque. C'est un indice. Amélie Poulain. Non, mais on est dans ces années-là, ouais. C'est un film américain, très très connu, grand réalisateur, super casting. Merde, putain, un ton sépia années 2000 pour faire un peu vibe film ancien et tout. T'as dit c'est année 2000, hein? Début années 2000. C'est un road movie, c'est une comédie, c'est super fun, c'est librement adapté de la mythologie grecque, mais c'est pas du tout la mythologie grecque, ça c'est un gros indice si vous connaissez. Attends, mec, en plus, j'en ai parlé Qui m'a parlé il y a pas longtemps d'une comédie qui est adaptée de l'Iliade ou de l'Odyssée. C'est ce chinois. Et Oh Brother. Ouais, Ok. Au Brother des frères Cohen. Ah ouais, ok. Tout à fait, et du coup, vous voyez... Mec, j'aurais jamais trouvé ce qu'on en a parlé il y a pas longtemps. Ok. Et vous voyez un peu l'aspect du film, du coup, qui est un peu marron, un peu jaunâtre, Ouais, et tout machin. ouais. C'est le tout premier film où on s'est dit, bah tiens, on peut changer les couleurs en post-prod. Truc de ouf. Et en quelle année on est? On est en 2000. Qu'un chouette frère Cohen. Excellent, ouais, très très bon film. Ok. Quel est le tout premier film à utiliser la performance capture et pas la motion capture? C'est un acteur qui a une combinaison et Absolument. Paul Express. Non, c'est plutôt que ça. les deux tours. Encore plus tôt. On est fin 90. Ah, le drôle de Noël de Scrooge. Non, ça c'est 10 ans après. Acteur qui a pris cher à cause de ça. Et... Menace fantôme, Jar Jar Binks. Exactement, la menace fantôme, tout à fait. Et du coup, ma dernière question qui teste qu'on est ça, c'est quel est le premier film avec de motion capture? Le Seigneur des Anneaux. Non, Gollum. c'est un peu plus tôt que ça. Pareil, on est, je pense, la même année que la menace fantôme, peut-être un an après. C'est un film d'aventure. C'est un remake d'un classique des années 40 qui a eu plusieurs versions. C'est un espèce de mélange de film d'aventure, comédie, swashbuckler, un peu horreur, un peu... Il y a tout dans ce film. C'est un... Les Goonies. Non, plus tard que ça, fin 90. Et l'acteur principal avait disparu pendant... Enfin, pas disparu, mais on n'a plus entendu parler de lui. Ah, la momie. Ah ouais, la momie. Ben oui, la momie. Enfin, c'est la momie qui... Absolument, c'est la momie. Et du coup, dans le deuxième, c'était Dwayne Johnson, pour le roi Scorpion. Alright, bon, après ce jeu beaucoup trop long, on va enchaîner sur le deuxième sujet, du coup, c'était, donc vous l'avez déjà un peu mentionné tout à l'heure, donc vous allez pouvoir développer là-dessus, c'est quel est le film qui vous a rendu cinéphile? Le moment où vous avez maté ce film et c'était en mode, ah ouais, donc là, en fait, c'est possible, quoi. Ça va être ma passion, en fait. Donc t'as mentionné Kick-Ass tout à l'heure, Léon? Ouais, moi c'est qui casse, complètement. Tu veux parler de Kick-Ass en attendant que Martin... Bah c'est que, comme je disais tout à l'heure, je me rendais pas compte à l'époque justement de ce que ce film avait de bon. C'est juste que ça changeait totalement en termes de ton. Et je pense qu'en sixième, tu sais, je sais pas quel âge on a, mais peut-être 11-12 ans, voir autant de violence décomplexée, au point que ça en devienne... Puis j'ai pas non plus été très BD,
comics, etc. Alors qu'à la base, c'est ce genre de choses, ce genre de vibe. Et du coup, voir ça à l'écran, humour sans punchline, badass et compagnie, ça allait complètement avec l'esprit que j'avais à 11 ans, 12 ans. On découvre les jeux vidéo, on rigole de trucs un peu violents, de ce genre de choses. Et puis en fait, ça allait. Il y avait tout ça, c'est hyper coloré, c'est hyper facile à lire comme film parce que c'est coloré, parce que c'est drôle, c'est efficace et tout. Donc, Ce mélange de Spider-Man et Guy Ritchie. mais c'est ça. Bah, et puis tu t'identifies aussi au personnage de Kick-Ass, je pense. Surtout à cet âge-là, ouais. Non, mais pas, quand je dis tu, c'est pas toi en particulier, mais un peu le gars de l'école, le nerd, le Oui, raté c'est ça, ouais. qui décide de se De battre. se prendre pour un super-héros alors Bah qu'il ouais, a pas de super-pouvoir et tout. Et ce qui est c'est trop cool. marrant dans ce film, c'est que c'est ce truc-là, mais en fait, son pouvoir, c'est qu'il encaisse les coups et en fait, il se fait défoncer. Et ça, je pense que c'est ça aussi qui a eu le petit côté qui change un peu des autres films où c'est normalement le héros. Bah ouais, Spider-Man, même Il archétype. n'y a pas vraiment de glow-up. Il n'y a pas vraiment de glow-up du héros en fait. C'est ça, Spider-Man, d'un coup, il devient Spider-Man et il devient invulnérable, alors que Kick-Ass, il devient Kick-Ass, mais il se fait éclater. Il pisse le sang. Et il pisse le sang et c'est hyper violent et c'est ça son pouvoir, c'est son courage. Donc ça c'est... Ouais. Ah, moi, j'ai toujours été très fan de tous les univers de super-héros et tout, depuis l'enfance, encore maintenant. Et c'est vrai que Kick-Ass, c'était... Un petit choc. C'est ça, c'est de passer de Rabbi Jacob comme super-héros à Kick-Ass, ça m'a tout de suite. Moi j'ai vraiment cette scène de la mort de Big Daddy. Le délire en plus, c'est tourné à moitié en POV, tu sais, quand Hit Girl vient le sauver. Tu sais, c'est dans la nuit et tout, genre la musique. Cette scène, elle est incroyable. Ouais, puis ils ont fait fort sur la BO, que ce soit entre John Murphy et Prodigy et tous les trucs à la mode du moment. Toutes les musiques de Kick-Ass, elles étaient sur mon iPod Nano. Mais totalement. En fait, Kick-Ass aussi, c'est un des premiers films. C'est un des premiers films que je suis allé voir en me disant je connais déjà les musiques, c'est des musiques que je kiffe. Genre, c'est les trucs qu'on écoute en soirée avec mes potes, Prodigy, le nouvel album de Prodigy à l'époque. Et j'étais en mode waouh, ils ont mis ça dans un film et c'est hyper cool. Et sur des scènes d'action, sur un super-héros qui est de second degré et tout. Moi, je suis d'accord, c'est un film que j'aime beaucoup. Et puis Matthew Vaughn, du coup, c'était un peu avec ça que je l'ai rencontré. Tu l'as rencontré? Ouais, bien sûr. Il est cool. On a bu un café et tout. Non, mais c'est que j'avais pas été hyper marqué ensuite par le Hickman qu'il a fait derrière, que je trouve un peu moyen. Du coup, Kick-Ass, c'est vrai que c'était un très bon exemple de trucs solides, quoi. Et sinon, après, ça aurait été Le Seigneur des Anneaux, grâce à Martin, parce qu'on était en 3e, et puis ça faisait déjà 2 ans qu'il radotait sur le fait qu'il fallait que je regarde Le Seigneur des Anneaux, chose que je n'avais pas envie, puis j'ai attendu d'avoir une bonne grippe et d'être resté 4 jours chez moi, chez mes parents. Parce que ça dure 4 jours. Voilà, ça dure 4 jours, donc c'était pile le temps qu'il me fallait. Et t'as pris ta grosse claque. Et j'ai pris ma grosse claque, et là, oui, ça fait rêver, quoi. Bon, c'est pareil, moi je vais pas développer pendant 1000 heures ma réponse parce que j'ai sûrement la réponse la plus cliché de l'histoire du cinéma, mais quand j'avais genre 14-15 ans, j'ai maté Fight Club pour la première fois et voilà quoi, genre à peu près comme tous les gens qui ont vu Fight Club à cet âge-là, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est possible de faire un truc pareil quoi, c'est complètement dingue, une plot twist incroyable et tout, et oui, je sais que maintenant c'est plus du tout à la mode d'aimer Fight Club et de dire que c'est cool et maintenant c'est genre cliché, hein. Mais moi je trouve que c'est fantastique. David Fincher, c'est un réel absolument incroyable, je trouve qu'il a fait que des chefs-d'œuvre et celui-là C'est ton plot twist qui t'a le plus marqué? Parce que c'était le premier, ouais. Parce qu'après, il y a eu Sixième Sens, des trucs comme ça. Ouais, moi, tu vois, en pensant à ça, plot twist et tout, moi, c'est pas du tout Fight Club, c'est Sixième Sens. J'étais ok. Pareil, mais du coup, Mais c'était une il y en vibe a un plein peu- d'autres. C'était plus en mode horreur aussi, tu vois. Sixième Sens, c'est un peu une découverte de ce délire un peu horrifique aussi. En vrai, même les années 2000 et tout, plot twist, chien malade, Shyamalan, Night Chien Malade. Night Chien malade, Le Village ou Il en a fait sa petite marque de fabrique, ouais, c'est un peu trop même. je trouve, mais- Signe. Ouais, c'est pas tellement un twist. plot hein, twist, mais- Pas de twist, mais. Il n'y a pas mais de oui, plot oui. twist. Il y a pas de plot twist. Moi, je confonds avec Le Village. Et d'ailleurs, j'ai vécu une anecdote très chiante pour les gens peut-être qui écouteront et qui se reconnaîtront. En fait, Signe, c'est un film d'enfance pour moi. Typiquement film d'enfance qui me traumatisait avec mon ami d'enfance Dounia. Qu'on regardait le soir, on le regardait tous les soirs quand nos parents ils faisaient des bouffes et que ça parlait fort. Traumatisé, toutes les scènes, là, l'alien sur le toit de la maison, l'alien dans la vidéo, traumatisé. Et du coup, il y a quelques mois, j'étais avec des amis et on savait pas quoi faire. Et puis du coup, vas-y, on mate un film. Et puis du coup, comme je suis le cinéphile de la bande, mais vas-y Martin, je faisais un film et tout. J'avais ce truc-là de, je suis avec des amis, vas-y, on se mate un petit truc. Puis je leur parle de Signe, je leur dis que moi c'était un film traumatisant pour l'enfance, je sais pas ce qu'il est devenu et tout. Et je me suis retrouvé dans la situation de, en fait, le film, il a pris un coup de vieux de ouf. Moi, il me parle toujours parce que, voilà, ça me rappelle des souvenirs d'enfance, mais
je le regarderais maintenant, je dirais wow, c'est étendu quand même. Il y a des. Ça va en vrai. Ça va, mais Je oui, l'ai oui, revu il y a 2-3 mois. C'est juste les dialogues, ça ressemble à un téléfilm, tout ça, Ouais, c'est un peu après, nul. c'est Et mon avis. l'intrigue est Ouais, là. non, non, enfin, mais tu vois. moi je kiffe, hein, moi je kiffe toujours. Et Mel du coup, tout le monde se Gibson et faisait tout. chier. Et puis. Ben voilà, et du coup. Ah bah merci Martin. Et du coup, tout le monde est sorti du. Non, il n'y a pas eu ça, mais par contre, tout le monde est sorti du degré premier du film. Et du coup, en fait, bah, les gens se tapent des grosses barres pendant le film. Et du coup, je suis en mode, ah, non. Ouais, ça m'aurait saoulé, je pense. Bah oui, oui, mais bon. Et donc, non, sinon, anecdote terminée. Et, moi, grosse claque cinéma. Je sais pas si c'est trop ça la question. C'est plus le truc à donner envie d'être cinéma. Mais en tout cas, où là, j'ai fait OK, c'est Interstellar. Oui, c'est plus tard. C'est beaucoup plus tard. Mais moi, j'ai pas du tout. Je me suis jamais dit avant mes 18 ans que, OK, ça a l'air trop bien comme métier, j'ai envie de faire ça. D'accord. Interstellar, on l'a vu ensemble avec Léandre et puis des copains. Et je pense que c'est la seule séance d'un film où j'ai tourné la tête et j'ai regardé mon pote et juste on n'a rien dit. Mais on a fait les gros yeux en mode juste l'intro du film à partir du moment où il y a le décollage. Juste on s'est regardé, on a fait OK, qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Et puis tu sors du truc, t'es. Enfin là, j'ai vu un autre degré encore de cinéma épique où c'est mélanger l'épique, l'impressionnant, avec de l'intelligence et un truc où t'as vraiment un processus de réflexion derrière que je pense que je sais pas si c'est le premier Nolan que j'ai vu, non, ça devait être Inception. Mais Inception, il y avait moins le côté encore poétique, peut-être qu'il y a dans Interstellar, mais oui, déjà Inception, c'était en mode OK, on peut faire des gros blockbusters, mais pas forcément que ça soit débile et des fois jouissif, hein, mais. Jusqu'à un certain degré, parce que du coup, tout le monde a lâché l'affaire sur Tenet. Ouais, ouais. Et pourtant, j'ai revu Tenet il y a pas longtemps. Je l'ai pas revu encore, mais moi, j'ai bien aimé déjà. Mais il faut un peu de lâcher prise. Il faut Ouais, un peu de trucs de. OK, là, c'est ce que je vois, et puis je réfléchirai après un peu, Oui. peut-être. Puis dans tous les Nolan, il y a toujours eu ce truc un peu James Ouais, Bondesque, second degré. Mais machin. Interstellar, c'est ma plus grosse claque au cinéma, largement, comme sûrement beaucoup de gens, mais oui, Hans Zimmer, etc. C'est ça que je voulais savoir, c'est. En plus, on en parlait l'autre fois, mais tu vois, le fait d'avoir, je sais pas, 3 films préférés. Moi, j'ai 3 films préférés, on va dire. Mais si j'en ai 3, je sais que ces 3-là, c'est pour des raisons différentes. C'est pas parce qu'ils sont à hauteur du barème que je me donne dans ma tête et qu'ils atteignent tous. C'est que, bah oui, je sais pas, Retour à le futur 2, c'est l'aspect nostalgique de mon enfance. Et du coup, bah, ça devient culte, je connais tout par cœur. Et du coup, ça a créé des émotions qui ne viennent presque pas du film. C'est juste moi, je me les crée moi-même, ces émotions-là, devant ce film-là. Interstellar, bah, pareil, c'est un de mes films préférés parce que la meilleure séance de cinéma. Et je sais pas, oui, La La Land, j'adore ce film parce que c'était en plein milieu des études de cinéma. Et du coup, selon moi, La La Land cochait des cases dans tous les aspects de fabrication, de la musique à la danse, à l'acting, à la lumière, au mouvement cam, enfin toutes ces choses-là. Et du coup, chose que je n'arrive plus à retrouver dans des nouveaux films parce que j'ai l'impression d'avoir coché plein de cases de ce qui peut faire un meilleur film pour moi. Et voilà, et du coup, Mais non, mais en fait, ce que tu soulèves, c'est juste que chacun a son film préféré, ou ses films préférés, ou des films qu'il adore, et il n'y a pas à se justifier parce que pour telle ou telle raison. Et aussi, du coup, pour les gens qui nous écoutent, c'est aussi ça qui est hyper important, c'est que t'as pas besoin d'être cinéphile et d'avoir fait des études de cinéma et de tout connaître de la lumière, du cadrage, de tout ce que tu veux sur le cinéma pour pouvoir t'exprimer. Bien sûr. Sur un film, c'est une œuvre d'art. Enfin, il y a des gens, leur film préféré, je sais pas, Les Rois de la Glisse, j'en sais rien. incroyable. Il est trop cool, non, mais c'est le premier qui m'est venu, mais juste, t'as pas à te justifier et il y a pas. Mais je dis pas ça pour me justifier, je dis juste que si j'ai un film préféré pour, par exemple, parce que c'est ma meilleure séance de cinéma, je dis juste que je retrouverai pas de meilleure séance de cinéma que celle-là. Ah, tu sais pas. Peut-être pas. Mais c'est ça. Mais que du coup, comme j'ai celle-là derrière qui est déjà faite, Oui. et j'ai déjà la barre très haut et donc je vais pas être marqué dans une séance cinéma. C'est ça que je dis, je me justifie pas parce que c'est comme ça qu'on doit aimer un film ou pas. Ouais. C'est juste que j'ai ce problème-là, c'est que j'aurai plus de films nostalgiques parce que déjà c'est passé, donc j'en aurai plus d'aussi fort que certains dont Le Retour à le futur. Tu seras obligé de le comparer à ce souvenir-là, en fait. Et genre, le film qui coche le plus de cases dans la fabrication, selon moi, La La Land, du coup, j'attends de voir un nouveau film qui va surpasser La La Land. West Side Story, ça a été pas mal dans le genre aussi, mais... Ouais, mais du coup, quand tu as vu La La Land, avant d'aller voir La La Land, tu te disais pas, par exemple, que, de toute façon, après Interstellar,
Il n'y a plus d'autres films qui cocheront plus de cases. Tu t'étais pas déjà mis cette étape en mode bon, bah voilà, j'ai vu Interstellar au cinéma, je me suis pris ma plus grosse claque cinématographique, j'en aurais pas d'autres. Et du coup, bah, au final, tu vois, t'as eu La La Land après qui est arrivé. Et... Oui, mais La La Land, je l'ai aimé pas pour la séance de cinéma, je l'ai aimé pour d'autres choses. Interstellar, c'est surtout la séance, l'expérience de la salle, en fait, c'est ce truc-là. Ok, du coup, Martin nous a préparé un petit jeu. Du coup, je te laisse prendre la main pour ce milieu de podcast. Alors, du coup, à la demande de Cédric, j'ai préparé plusieurs petits jeux et j'en ai sélectionné un pour cette première fois pour que tout le monde puisse apprendre à un peu mieux connaître les garçons, parce que ça sera entre Cédric et Léandre, moi je participe pas. Ça marche. Et donc le jeu, c'est un jeu auquel on joue beaucoup entre nous, souvent en se disant énormément de conneries, mais là on va l'axer un peu plus sur le cinéma, et du coup c'est un tu préfères. Donc Yes. tout le monde connaît les règles du tu préfères, voilà, je vais pas expliquer, je donne un choix ou un autre. Si vous êtes tous les deux d'accord, c'est tant mieux, mais après vous pouvez quand même en discuter. Si vous n'êtes pas d'accord, un petit débat. Très bien. Voilà, bon je commence. Alors ma première, les garçons, vous préférez un dîner avec Alain Chabat, Thomas Pesquet et Éric Zemmour, ou alors Steven Spielberg, Mike Horn et Donald Trump? Tu sais, Mike Horn, c'est l'aventurier, celui qui fait des expéditions de ouf. Le mec, il a eu 10 000 vies et il a parcouru la Terre de long en large et il lui est arrivé que des... Je pense que c'est quelqu'un qui a des anecdotes à raconter, tu vois, qui a des... Est-ce qu'on a envie de saquer Zemmour ou Trump, quoi? C'est un peu ça, Bah, en vrai, Alain Chabat, Thomas Pesquet. Moi, je prendrais l'autre. Entre un aventurier et un astronaute, ouais, si, l'astronaute quand même. Parce que Alain Chabat, oui, évidemment, Alain Chabat... Ouais, mais Alain Chabat ou Spielberg. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, mais Alain Chabat, il a l'air convivial, avenant et... Oui, ouais. mais dans une discussion où il y a Zemmour, c'est tout de suite pas la même dynamique, quoi. Bah c'est ça, et puis en plus, juste voir Alain Chabat rentrer dans l'art de Zemmour, trop marrant. Avec Thomas Pesquet, arbitre du truc, trop bien. Bah oui, Thomas Pesquet, Hans Zemmour et Alain Chabat. Moi, je préférerais l'autre, je pense. Parce que toi, tu voudrais parler avec Spielberg, je pense. Ouais, même si j'adorais discuter avec Alain Chabat, c'est un mec que j'adore aussi, mais ouais, Spielberg, puis bon, je sais pas, ils sont tous anglophones, je sais pas. Et est-ce que c'est pas, peut-être, Léandre, est-ce qu'il n'y a pas aussi le truc par rapport à Spielberg, Légitimité. ouais, la légitimité, peut-être vous seriez beaucoup plus à l'aise, enfin moi en tout cas je sais que ce serait le cas avec Alain Chabat qui malgré qu'il ait une carrière de fou, c'est pas Spielberg, et je pense que Spielberg, juste, même s'il est sûrement très gentil, il peut te manger avec son aura quoi, en mode juste si c'est pour bégayer pendant une heure pendant tout le juste repas. sortir le truc qu'il doit voir tous les jours du plus grand fan. Ouais, mais c'est pareil pour Chabat, c'est pareil pour Pesquet. Ouais, mais je sais pas, parce que Alain Chabat, on a plus l'habitude de le voir parler de plein de choses, et parce qu'il fait de l'humour aussi. Du coup, il parle d'autres choses que le cinéma. Spielberg, pour moi, ça reste que sur le cinéma. Par contre, de génie de ouf. Mais alors que Alain Chabat, Mais c'est vrai que Spielberg, plus un aventurier, sachant que Trump, enfin, au final, ils sont tous un peu... Enfin, ce serait moins un débat, en fait. Ce serait plus fun, je pense. Ouais, puis ça se trouve, on sait pas, mais Spielberg et Trump, ils ont des acquaintances politiques, ils sont super potes, et là, le mythe s'effondre, et là... Ouais. Et là, pour le coup, je choisis l'autre discussion. Ok. La deuxième. Donc, on va dire que vous êtes tous les deux réalisateurs d'un prochain film. Vous préférez avoir Philip Glass pour la BO? Oui. Ou alors Roger Deakins à l'image? Oui, bah les deux. Bah non, moi je dirais Roger Deakins parce que je suis pas capable de faire l'image comme il en fait. Tu peux peut-être dire qui est Roger Deakins Oui, bah Roger Deakins, immense directeur photo américain, enfin en tout cas anglophone, qui a fait moult films, Frères Cohen, Denis Villeneuve, tout ce que tu veux, c'est toutes les images un peu crépusculaires. Il a fait un peu Terrence Malick aussi, il me semble. Quoique non, c'était Lubezki. Mais ils ont un style un peu similaire à celui de Lubezki. Mais bref, image absolument fantastique. Je pense que c'est un des plus connus. Il fait partie des plus connus en directeur photo. Et je pense que je choisirais lui dans l'hypothèse où je suis musicien et je sais que je suis capable de faire peut-être un truc qui me plairait bien, où je pourrais essayer de me rapprocher de ce que fait Philip Glass sans dire que j'ai le talent de Philip Glass, certainement pas. Mais ouais, c'est un choix un peu draconien. Ouais. je sais pas, je pense que je prendrais Philip Glass. Tu peux dire qui est Philip Glass? Pianiste, compositeur de 80 ans, qui compose, qui a fait de la musique de film, mais c'est pas sa carrière, du moins la musique de film, c'est plus de la musique du mouvement minimaliste, grand pianiste et Néoclassique. ouais, voilà, connu pour son don de piano à créer des motifs d'aller-retour, de choses un peu hypnotisantes.
Koyanis Katsi, Candyman. Mais sinon, ouais, je pense que je prendrais Philip Glass, parce que je me dis que Roger Deakins, en soi, outre le nom que tu as sur ton film, c'est que je pense que Roger Deakins, il dépend énormément de la technique, chose que beaucoup d'autres directeurs photo pourraient faire. Je dis pas que c'est que de la technique et tout, mais Ouais, il a un style quand même, c'est un artiste. Hein. il a un style, c'est un artiste, mais on pourrait se rapprocher avec d'autres directeurs photo de ce que peut potentiellement faire un directeur photo comme un autre, alors que Philip Glass, C'est inimitable, quoi. c'est inimitable, t'auras que Philip Glass qui fera du Philip Glass, puisque c'est que lui sur un clavier qui va faire du Philip Glass, alors que Roger Deakins, bien sûr, mettre les choses, mettre tout le monde d'accord sur l'image qu'il fera sur un film. Par contre, tu peux t'en rapprocher ou tu peux essayer. Mais comme pour le Philip Glass en soi, il y a plein de types qui en sont influencés, genre nous, au hasard. Je dis pas qu'on s'en rapproche, mais il y a plein de gens qui font des trucs similaires. Non, et puis même je pense à Steve Reich, des trucs comme ça. Il y a plein de types qui font déjà des trucs similaires au style des potes de Philip Glass, tout simplement. Mais c'est pareil pour Roger. Ouais, 50-50, hein, mais on va dire que je choisis le premier, tu choisis le deuxième. Non, mais je pense que la musique, c'est un peu plus singulier. Enfin, que ça dépend vraiment que d'un instrument, et du coup, ça sort plus de la tête et du nom et de l'identité de quelqu'un que de le faire avec un directeur photo où tu peux aller... Tu penses qu'il y a plus de chances qu'un mec lambda, entre guillemets, puisse imiter du Roger Deakins qu'un mec lambda, entre guillemets, imiter du Philip Glass? Je pense. C'est pas une vérité, Non, j'en sais rien, mais de toute façon, c'est votre avis. la photo, elle va dépendre de plein de choix techniques et artistiques dont tu peux t'inspirer et recréer avec des outils techniques, alors que la musique, c'est directement... Tu peux aussi t'accrocher à des codes, des trucs et tout, mais tu peux plus difficilement reproduire quelque chose en partant de zéro. Non, je suis assez d'accord. Et puis toi, pour le coup, tu fais de l'image et de la musique, donc c'est intéressant d'avoir ton point de vue là où moi je pense que je fais plus de musique que d'image. C'est Roger Glass. Roger Glass et Philippe Carclass. Philippe Carclass. Moi, pour le coup, je pense que justement, Roger Deakins, c'est un peu l'un des seuls mais que je connais, parce que il y en a 100 millions que je ne connais pas, dont je ne connais pas bien le style et j'arrive pas forcément bien à l'analyser. Mais pour moi, il fait partie l'un des seuls où justement, c'est trop dur à imiter pour te dire que, tu vois, c'est quelqu'un qu'on peut imiter, entre guillemets. Mais en même temps, je serais contraint par le fait que moi, par exemple, je ne fais absolument pas de musique, contrairement à vous deux. Et du coup, si je dois faire un film et que j'ai pas de musique, je suis comme un con. Donc, je pense que je choisirais Philip Glass parce que je me dis que je pourrais faire de l'image quand même et advienne que pourra. Ouais, logique. J'en fais un autre ? Oui. Tous les deux, vous préférez avoir un cinéma pour vous tout seul pendant une semaine et vous pouvez y programmer absolument tout. Je dis bien absolument tout ce que vous pouvez. Et pour moi tout seul, Tu peux inviter tes potes, mais t'as un cinéma qui est à toi. je fais pas payer l'entrée. Non, t'as un cinéma qui est à toi et tu peux mettre ce que tu veux. Et c'est pas pour faire du fric, c'est pour kiffer. Ou alors, pour ton prochain projet, t'as d'un coup 5 000 euros. 5 000 5 000. Bon, parce qu'on fait des petits projets, des courts-métrages, parce que oui, c'est sûr que les longs-métrages, c'est fait avec beaucoup plus que ça, mais là, nous, on aime beaucoup, entre nous, faire des projets, et souvent, ce qui manque, c'est les C'est financements. 5 000 euros. Et là, juste, voilà, 5 000 euros, boum, d'un coup, qui tombent comme ça. Ouais, moi j'irais sur les 5 000. Hein. Le plaisir de mater des films, c'est pas obligatoirement dans une salle, c'est un truc on le fait régulièrement quand même, mater des films. En fait, c'est le une semaine. Le une semaine de la salle, c'est trop court, mec. Tu peux facilement... Il n'y a rien à voir entre un vidéo pro et une chaîne IFI, mais tu peux facilement essayer de rattraper ça avec des moyens beaucoup plus simples qu'une salle de cinéma. Monter une asso, participer à une asso, Ouais, voilà, faire et des genre, projections de films. Quoi. Ou juste, oui, aller au cinéma, quoi, facilement. Mais les 5 000 balles, paf, t'as une semaine avec 5 000 balles pour faire un truc... direct, t'achètes du matos, t'achètes des trucs, tu te fais plaisir, quoi. C'est plus éphémère de juste kiffer pendant une semaine et mater des films, plutôt que d'avoir 5 000 qui vont te faire vraiment avancer un vrai projet concret. Ok, bien, je pervertis la question. Et disons que pendant cette semaine-là, si tu as envie de programmer Dune 2, même s'il n'est pas terminé, tu l'as. Si tu as envie de... on va dire qu'il est terminé quand tu le reçois. Si tu as envie de programmer Indiana Jones 5, tu vois, si tu as envie de programmer n'importe quel film que tu as envie, même des films qui sont encore en projet, on va dire que ton cinéma fera un bond dans le temps. C'est un peu... Ton cinéma fera un bond dans le temps, tu peux vraiment voir tout ce que tu veux. Voir des films du futur. Quoi. Genre là, dans une semaine, tu peux voir Avatar 5. Et tu seras le vrai. seul à avoir vu Avatar 5. Non mais toi tu t'en fous d'Avatar, mais t'as compris Oui, l'idée, j'ai quoi. compris. D'avoir une exclue de ouf en fait pendant une semaine. Toujours Ouais, mais ça fait pour pas... 5 000 euros à côté. on est Ça fait sur pas vraiment ça. avancer ta vie, en fait, c'est cool, mais Bah ouais, c'est faut ça. faire un truc qui fait avancer un peu le truc. Ah mais en ce moment-là, mater des films, ça fait pas avancer ta vie. Bah là, tu parles de se faire plaisir en mode mater un peu des trucs qu'on connaît, des trucs qu'on a déjà fait. C'est pas en mode. Ouais, je sais pas, tu peux pas imaginer de toute façon des films que tu connais pas. Donc. Voir les films du futur, je sais pas si ça... Peut-être t'es tout seul et genre...
Mais du coup, t'as plus de surprises quand ils sortent. Quand ils sortent, t'as plus de. Mais tu t'en fous parce que tu l'as déjà vu. Donc, du coup, il y a plus de films que tu Bah, découvres. tu les découvres quand tu les vois. Oui, mais du coup, pendant une semaine, je vais passer une semaine à regarder les films que je pourrais pas découvrir plus Bah, tard. tu pourras en découvrir plein d'autres. Sauf si je les ai tous regardés pendant une semaine. Si je me prends tous les meilleurs réals et que je me mets tous leurs films tous leurs films des 30 prochaines années en une semaine, bah du coup, pendant 30 ans, je vais me faire chier. Bah, après, il y a toujours plein d'autres trucs à voir. Mais... Ok, eh ben, vous voyez, je vous découvre. Je pensais que vous me diriez à l'inverse. Mais trop bien. Léandre, celle-ci, elle est pour toi. Tu préfères ne plus jamais pouvoir regarder de films américains ou de films français pendant toute ta vie? De films français. Ok. Comme ça, direct, sans... Bah oui. Complètement. Bah parce que l'avenir du cinéma français est beaucoup moins lumineux dans certains aspects que ce que peut faire encore Hollywood. Les Marvel, tous les Marvel. Non. Non, mais le grand divertissement, tout ça, il y a de très belles choses qui se passent. Et tous les grands réalisateurs, ils sont pour la grande majorité américains, selon mes opinions. Et il y a des très bons films français qui sortent, mais c'est pas ce que je regarde principalement. Donc le choix entre ce que je regarde et ce que je regarde moins, je regarde moins de cinéma français que de cinéma américain. Donc le choix est clair. Voilà. Tu veux répondre à la même question, Cédric ou... Bah, moi, la réponse, c'est encore plus. Oui. Je peux pas être obligé de regarder que des films français jusqu'à la fin de mes jours. J'en avais une autre pour toi, une spéciale, mais plutôt film américain ou chinois? J'ai failli dire asiatique, mais je me suis dit, vas-y, ça serait trop... Non, bah, dans ce cas-là, américain, clairement. Je peux pas regarder que des films chinois. Enfin, le cinéma chinois, c'est beaucoup plus... ils ont beaucoup moins de style et de variété, quoi. Ils ont des grandes règles. C'est très strict, le cinéma chinois, et du coup, j'adore. Mais j'ai pas envie de juste refaire, tu vois. Il y a très peu de films d'horreur ou de science-fiction dans le cinéma chinois. Et ça me manquerait énormément. Ok. Et la dernière, sinon, vous préférez que 100 000 personnes nous écoutent mais nous détestent ou que 10 personnes nous écoutent mais nous adorent? Là, on va peut-être pas avoir la même réponse. Non, horrible d'avoir 100 000 personnes qui me détestent, dans tous les cas. J'ai des 10 personnes qui nous écoutent et qui nous détestent, ce qui va certainement arriver. Mais ouais, non, franchement, 100 000 personnes qui te détestent, qui t'écoutent, c'est cool, parce que je pense pas que dans les 100 000 personnes, il y ait 100 000 personnes qui nous détestent, il y aura peut-être quelques exceptions. Et du coup, l'aura des 100 000 personnes permettra peut-être d'aller plus loin dans... Et non, ouais, en vrai, non, 100 000 personnes, c'est horrible. Mais 10 personnes, du coup, je préfère 10 personnes qui nous adorent, mais pas nos copains et nos familles. Oui. Pas papa et maman. Et Ouais, voilà, mais une 10 inconnus qui découvrent, qui trouvent ça. C'est ça. Ouais, d'avoir des retours objectifs et pas ouais, c'est trop bien ce que vous avez fait, les loulous. Ouais, voilà. Bon, après, les gens qui nous aiment bien, n'hésitez pas à écouter quand même. Mais non, mais ouais, du coup, ça me fait rebondir sur autre chose. C'est un peu le truc aussi parce qu'on est tous les trois créateurs à notre échelle de contenu. Et du coup, vous, quand vous créez quelque chose, est-ce que vous le faites pour vous et vous faites que ce que vous aimez et vous le faites un peu de manière cathartique pour vous épanouir, ou alors il y a aussi une volonté de plaire, de plaire au grand public, de plaire au public, et du coup vous y laissez un peu des plumes de vos expressions à vous et de ce qui vous anime et de ce qui vous plaît? Moi, ce serait les deux. Ça peut pas être 100% l'un ou 100% Bien l'autre. sûr, non mais bien sûr, tout n'est pas manichéen, mais en développons quoi. Pour deux raisons, c'est que à partir du moment où je ferai quelque chose, là c'est pour moi, parce que ça me stimule, que ça me fait du bien, que ça me fait plaisir d'avoir concrétisé des choses, d'avoir un rendu final, une musique qui est terminée, le point wave dans ton dossier, il fait plaisir, l'export final de ton film, de ta vidéo, quoi. Donc ça, c'est pour soi. Après, dans le contenu, faire des choses qui plaisent, plus que faire un truc... Ça dépend, en fait, ce que tu veux faire aussi. Si c'est un truc complètement expérimental, que tu as envie d'essayer des choses, tu as acheté une nouvelle caméra, un nouveau synthé, tu veux essayer des bruits, des trucs et tout, là, c'est pour toi. Mais si tu as l'intention de sortir un truc pour le diffuser, je vais avoir plus tendance à vouloir écrire et découper un truc qui va plaire, faire un peu du spectaculaire, des genres de choses qui parlent à un plus grand nombre de gens. Mais même en faisant ça, à partir du moment où je fais quelque chose, ce sera pour moi. Ouais, ça t'apporte Voilà, ça bien-être. Okay. Moi, je dirais plus, donc pareil, c'est pas 100% l'un, 100% l'autre, mais je dirais que c'est vraiment beaucoup plus pour moi quand même. Je suis dans l'ensemble pas hyper fan de cette idée de devoir toujours séduire et convaincre les autres et de faire des concessions dans le but de... Enfin, je vois la création artistique comme un truc unique et pur et direct, en fait. Enfin, j'aime pas le fait de se forcer à créer des trucs avec un objectif derrière. C'est le public qui doit trouver son c'est auteur, et c'est pas l'auteur qui doit trouver son public. Je vais faire spontanément ce qui va m'inspirer, en fait, et ça me plaît à moi. Après, ça plaît aux autres, ça plaît pas aux autres, tant pis. Enfin, je pense que les 3 quarts des trucs que je crée, de toute façon, je les garde pour moi. Je parle de musique spécifiquement.
Je sais pas, je pense à tous les groupes de rock que j'ai eu quand j'étais jeune et les groupes de hip-hop que j'ai maintenant, bah, on n'a jamais cherché à faire des trucs faciles qui vont plaire facilement. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on n'a jamais eu le public qui va avec, mais on fait ce qui nous plaît le plus et du coup, on va toujours faire des trucs les plus chelous, les plus expérimentaux, mais c'est parce qu'on aime, quoi. Donc, ouais, non, c'est vraiment beaucoup plus pour moi que je crée, peut-être de manière ultra égoïste et tout, mais ouais. Voilà, Oui, personne n'est Ça n'a rien de d'égoïste. toute façon, il n'y a pas de, Oui, bonne, bien sûr. réponse. Bah, je vous propose d'enchaîner sur le sujet suivant. Donc tout simplement, là, ça va être le nerf de la guerre. Donc c'est le truc principal, hein, c'est une discussion qu'on a eue 15 000 fois entre nous. Hein. Quels sont vos films préférés? Qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus? Qu'est-ce que vous attendez le plus? Dans ce qu'on regarde ou dans ce qu'on veut faire? Bah en fait les deux, parce que je voulais mettre ça dans la question aussi, c'est que vu que vous êtes cinéaste aussi, c'est voilà par rapport aussi à vos envies, à vos attentes, à vos aspirations, tu vois. Si c'est trop flou, moi je commencerais par dire que bah moi par exemple je suis méga branché cinéma de genre vraiment j'étais très très longtemps passionné par essentiellement que de la science-fiction et ensuite j'ai eu toute une période de full horror et maintenant je suis vraiment branché à fond cinéma asiatique, j'ai toujours adoré les cinémas d'animation, que ce soit asiatique ou pas, et voilà je suis toujours attiré vers des trucs qui mettront peut-être moins de gens d'accord et qui sont plus osés, plus bizarres, plus étranges, plus sombres, plus malsains. Et tout ça, c'est toujours plus mon délire que Donc t'as soif de découverte, de découvrir des nouvelles choses à chaque fois ou... des nouvelles sensations, ouais, des trucs étranges. Je vais toujours aller plus vers des films expérimentaux des années 70, des trucs un peu étranges, même si je suis le plus gros consommateur de blockbusters Marvel, tout ce que tu veux. Hein, ça... Mais t'aimes pas Titanic? J'aime bien Avatar. Oui, je préfère Titanic à Avatar. Non, c'est pas que j'aime pas Avatar, je trouve ça vraiment très très moyen. Et bon, bref, c'est une autre discussion, mais j'adore James Cameron. Voilà, je suis beaucoup plus... si tu peux me faire découvrir le truc le plus chelou et extrême au possible, qui a brisé tout un tas de barrières à une époque où personne faisait ça, ça m'intéresse beaucoup plus que le truc consensuel sympa du moment. De toute façon, t'as un avis sur le cinéma qui est aussi à toi et que plein d'autres pourraient partager. À partir du moment où tu m'as dit que juste foutre une caméra sur un lampadaire et la laisser tourner pendant 36 heures, bah ça reste un film. Absolument. Bah, c'est un débat en soi parce que ça c'est pas fait potentiellement, c'est pas des images qui bougent avec du son, c'est pas forcément raconter une histoire, mais du coup tu peux interpréter une histoire dans le... Tu peux très bien raconter une histoire de cinéma. En fait, moi je pense au fan footage, c'est un genre que j'affectionne tout particulièrement. Alors beaucoup diront que c'est un truc ultra répétitif, cliché, nauséeux, tout ce que tu veux. Mais je trouve que c'est le seul genre à l'heure actuelle qui est encore en train de repousser des nouvelles limites de la narration en fait. Surtout maintenant qu'on a toutes les nouvelles technologies qu'on a maintenant, les ordinateurs, les réseaux sociaux, les trucs tactiles, la réalité virtuelle et tout. C'est encore le dernier genre qui est encore en train de briser certaines barrières de comment tu racontes des histoires en fait, dans des questions de point de vue, dans des questions d'immersion en fait, de raconter des histoires en temps réel, mais en vrai temps réel. Tout un tas de trucs comme ça, puis surtout le fait que la caméra soit diégétique, en fait, que les personnages, enfin que tout est... Ouais, qu'il n'y ait pas de recul, quoi. Enfin, qu'il n'y ait pas ce truc d'être un spectateur. De la même manière que t'as un jeu vidéo normal que tu vas jouer où tu vas regarder un écran et appuyer sur les touches, et un jeu vidéo VR où tu es vraiment beaucoup plus à l'intérieur et tu n'es pas en train de regarder un écran. Voilà, bref, je suis toujours intéressé par les limites des trucs et toujours envie d'aller toujours un peu plus loin dans le truc, plutôt que de mater la nouvelle comédie avec Danny Mood. Voilà. Sympa pour Danny. Ouais, j'ai rien contre lui, mais je l'ai jamais vraiment trouvé très drôle. Du coup, moi, je veux bien rebondir là-dessus. Moi, mon rapport au cinéma, et je le dis pas pour être démago, et je ne pense pas l'être vis-à-vis de ça, tout du moins, c'est que en fait, j'aime un peu de tout, et je me laisse un peu emporter par tout. Bon, il y a des trucs, je suis complètement imperméable, mais pas tant. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi qu'on me conseille des films, ses coups de cœur, ses pépites. Par exemple, Cédric, tu parlais tout à l'heure de j'aime trop quand on me recommande le film complètement mindfuck qui te fait voir le truc autrement. Cédric, depuis 6 ans, il me dit de voir Mind Game, qui est son film préféré ou l'un de ses films préférés. Et j'ai mis longtemps à le voir, mais du coup, je l'ai vu et ouais, ça ouvre encore d'autres portes. En fait, moi, j'aime bien ce truc de à chaque fois ouvrir des petites portes, et ça élargit le truc. Mais par contre, je sais que moi, mes films préférés, si je dois trouver une qualité qui les réunit tous, c'est qu'il y a toujours un peu, et encore, hein, bien sûr, je peux trouver le contre-argument à chaque fois, hein, mais je pense qu'il y a toujours un peu quand même une part de grandiose et d'un truc qui m'enlève de ma réalité et de mon quotidien, où là, je me dis, waouh, j'en parlais l'autre fois avec Léandre, en fait, j'aime trop les moments de grâce. Toi, le moment, et en fait, je pense que c'est pour ça que Le Seigneur des Anneaux, moi, à l'époque,
C'est le truc qui m'a fait péter les plombs et c'est toujours mon film préféré, mais c'est qu'il y a des moments où j'ai l'impression que ça ne pourrait pas être mieux fait que comme ça a été fait là, et qu'on pourrait se triturer les méninges pendant 1000 ans, on le ferait pas mieux. Et moi, c'est ces trucs-là où je pète un câble, et toujours cette petite notion de grandiose. J'ai vu Il était une fois dans l'Ouest hyper tard. Ouais, la scène après, et là, je pense que Léandre, il en parlera plus, l'aspect plastique et le matériau du film. Moi, juste la musique et ce land travelling Bao Bah oui. sur Jill, dont il était une fois dans l'Ouest, Jill qui découvre sa famille assassinée. Voilà, moi, c'est con, mais ça me fout en l'air, quoi. Genre, et c'est pas parce que c'est triste, c'est parce que je vois un truc où je me dis, ok, le cinéma, c'est ça, et là, je me prends un peu la puissance du truc, Il y a quoi. un souffle, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Pour le métaphoriser, oui, je peux me prendre le souffle avec la lumière divine qui tombe sur ma gueule. Genre, c'est quand je ressens ces moments-là où là, je me dis, ok, là j'ai ressenti un truc de ouf. Et sinon, aussi, parce qu'on développe un peu pour que vous nous connaissiez mieux, etc. Mais aussi, moi, j'aime beaucoup, beaucoup écrire. Et je vais être aussi hyper sensible à ça. Pas tant les dialogues magnifiques, mais voilà, quand je sens que le scénario, il a pas été écrit en un jet, et qu'on s'est dit, vas-y, on le fait. J'aime bien quand en fait, tout est réfléchi, et qu'il y a ces états de grâce qui ont été, des fois, qui sont trouvés du premier coup. Puis des fois aussi, c'est juste parce que, ouais, tu prendrais un gros plot twist à la fin où tu fais, waouh, putain, ok, et tout. Enfin, ces moments-là, en fait, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film aussi méga cliché dans les. Ouais, pour parler de Sens Critique, si on regarde mon top 10 films de Sens Critique, oui, j'ai énormément de films en commun avec tout le monde, mais c'est parce que c'est des œuvres qui, pour moi, elles sont parlantes, en fait. Et par contre, j'ai aucun genre prépondérant. Je coche tout parce qu'il faut que ça soit dans ce genre-là pour que ça me plaise vraiment. J'aime un peu de tout, mais il y a quand même certains points qu'il faut qu'ils soient là. Donc ouais, le grandiose, l'épique, l'histoire, l'écriture. Bah ouais, ça se recoupe dans le Seigneur des Anneaux, Interstellar et tous les films de Star Wars. Ouais, oui, mais c'est cliché, hein, mais j'assume complètement, et j'assume d'autant plus que oui, chacun aime ce qu'il veut, et puis voilà, pour que ça te touche, c'est l'important. Non, oui, si, le grandiose, forcément le grandiose, mais je pense du fait que dans le cinéma, il y a tous les arts qui se rejoignent, du plastique au numérique, au musical, à tout ça, vu qu'il y a tout qui est condensé en un seul objet artistique virtuel, enfin un écran, quoi, une vidéo avec du son. Il y a plein de choses que j'aime, sur lesquelles je suis sensible, mais comme tout le monde, mais notamment la musique et l'image. Juste ce rapport-là inconnu, on ne sait pas pourquoi ça marche des fois, mais et pourtant c'est facile des fois à calculer, de se dire cette musique-là, ça fait ressentir une ambiance romantique, et du coup tu la mets sur un dialogue romantique, et tout de suite ça élève un peu la séquence. Mais c'est ces trucs-là magiques qui se passent entre le rapport de la musique avec l'image et l'histoire que ça raconte, ça surélève tout ça, ça crée quelque chose de grandiose. Le moment de grâce. Ouais, voilà, les moments de grâce, mais du coup, les moments de grâce comme toi, les trucs épiques, tout ça, dû à ça, en fait, à tous ces arts qui se rejoignent, de la lumière à la gueule même de l'acteur, au ton de la musique, tous ces trucs-là qui se rejoignent, créent un truc inconnu, on sait pas pourquoi, qui touche certains plus que d'autres. Mais moi, ça va vraiment être ça va être le truc le plus cliché du monde, mais des retrouvailles à la fin d'un film sur le quai d'une gare avec la mélodie qu'on entend depuis le début, mais qui est accompagnée par l'orchestre entier à la fin, et que tout ça est surélevé avec un travelling circulaire autour des retrouvailles. Genre ça, c'est tout de suite, ça marche direct avec moi. Et du coup, juste pour rebondir, et aussi, il y a un truc qui est hyper important dans le cinéma, mais comme dans toutes les choses de la vie, je pense, et surtout pour l'art, c'est aussi que c'est grave une question de mood aussi. Enfin, c'est dans quel état d'esprit t'es quand tu vois le truc. Il y a des œuvres qui arrivent à transcender un peu tout ça, et encore. Mais je pense que, pour moi, il y en a. Il y a des trucs, c'est un peu les films qui mettent tout le monde d'accord, mais c'est parce que c'est ça. Peu importe si t'es au fond du gouffre, il y a des films qui, ça te rend pas méga heureux d'un coup, mais ça te met quand même une petite. Alors qu'il y a des films, t'es dans un état de merde dans ta vie, ils vont pas t'aider, ils vont ni t'aider, ni t'enfoncer, mais ils vont rien te faire. Alors qu'il y a le pouvoir du cinéma, des fois il est là, mais pour moi ça dépend quand même du mood dans lequel tu
tu vois les œuvres. Bien sûr. C'est changeant. Après, tu peux même en étant dans un mood différent, c'est juste, ça va juste pour moi changer la sensibilité sur un truc en particulier. Mais par contre, tu vois, genre mon rapport au cinéma, ça va être toujours la quête perpétuelle d'émotions fortes. Genre vraiment que ce soit des émotions de tristesse ou de T'aimes peur pas que ou la ça. comédie Mais ou quoi, juste, c'est ouais, voilà, genre, ou alors des barres de rire devant une comédie. Mais juste les émotions fortes qui sont procurées par tout ce truc qui s'assemble dans tous les aspects du film. Mais la quête d'émotions fortes, et en même temps, des fois, sans pour aller dans l'émotion, pour dire tout l'inverse, genre juste des fois, même si c'est filmé avec le cul, genre un bête de scénario, je sais pas, je pense à The Man from the Earth. Oui, Man from Earth, ouais. Genre, c'est filmé, c'est un téléfilm, enfin, genre, c'est C'est un moche, téléfilm, mais oui. c'est C'était le vraiment. début des caméras. Ouais, en tout cas, c'est dégueulasse. C'est juste un champ contre champ avec des gens qui discutent parlent, dans un salon, qui discutent. Mais par contre, c'est brillant. brillant parce que ça pose une petite graine dans ton cerveau, un exercice mental, et du coup, tu vas y réfléchir et tu vas y repenser. Et puis en plus, les questions que tu te poses, et bah, tu te rends compte au fur et à mesure du film que à un moment, il y a un personnage qui te pose la même question, donc ça t'implique dans le film et tout ça. Et donc, il n'y a pas que les émotions fortes, parce que c'est bien écrit, c'est intelligent, mais le mindfuck aussi, c'est un truc que j'adore, c'est quand ça te retourne le crâne et tout ça, mais sans aller dans le grandiose de par l'image et la musique. Mais sinon, principalement, c'est pour ça que j'adore le film grand public, le blockbuster, tout ça, mais le bon blockbuster, c'est pour aller chercher justement ces émotions fortes-là. Qu'est-ce qu'on peut faire de millions de thunes de dollars pour créer des émotions? Bah, des fois, ça marche trop bien. Et des fois, ça marche pas. Ça dépend sur qui, il y a toujours. Oui, et encore une fois, ça dépend de qui, en fonction aussi des moods et tout ça, comme disait Martin. Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est dans mon speech, mais oui, forcément, le lien avec la musique. Enfin, Léandre et moi, du coup, on fait pas mal de musique ensemble et séparément. Et quand on fait de la musique ensemble, c'est souvent pour faire de la musique pour l'image, quoi. C'est clairement pour des musiques de films. Et parce qu'on est tous les deux passionnés par ce même truc de comment ces deux arts-là vont se compléter, se transcender l'un l'autre. Et ouais, clairement, moi, je sais que les comédies musicales, c'est un truc que j'adore, mais genre, j'adore. Parce que ce que je ressens dans les comédies musicales, c'est presque interdit. J'ai presque pas envie que ça me fasse autant d'émotions, mais c'est vrai que c'est là, quoi. Bah, tu vois, mon dernier chef-d'œuvre que j'ai vu, c'est La La Land. Et du coup, la dernière fois depuis La La Land que j'ai vu un bon film qui m'a autant marqué, c'est West Side Story, Spielberg. Et du coup, il me faut une comédie musicale, là. Moi, je pense que c'est les deux seules comédies musicales Que t'aimes. Non, pas que j'aime, Ouais, mais qui te marquent, qui me font... Ah ouais. qui m'ont marqué. Tu vois, on est tellement bercé par ça pour la musique, quand on fait de la musique ensemble, que même quand on fait de la musique qui n'a pas vocation à être mise sur un court-métrage, on se rend compte qu'on fait de la musique de film, tout simplement. Totalement. Et que du coup, on a fait notre musique, et donc on a envie de faire un film par-dessus. Ouais. Et donc du coup, pour terminer, j'avais un petit... Enfin, avant de faire le dernier jeu, c'était les films préférés, du coup, donc on est dans le thème, hein, mais c'est juste pour citer rapidement, Martin, t'avais déjà parlé de Mind Game tout à l'heure, qui est absolument mon film préféré ever, qui est un film d'animation japonais, qui est à mon sens pas assez connu, et qui est complètement fou, expérimental, et qui utilise tous les styles d'animation au sein de ce film, c'est complètement je le recommande. Et évidemment, pour citer rapidement... Dans ce que je préfère, Blade Runner, 2001 Odyssée de l'espace, Ghost in the Shell, le cinéma de David Lynch, spécifiquement Lost Highway et Mulholland Drive. Voilà, j'adore l'horreur italienne, Suspiria, ce genre de film. John Carpenter, The Thing, David Cronenberg. Voilà, vous voyez la cam un peu. Après, je vais pas me cacher de The Dark Knight et Watchmen, évidemment, j'assume absolument. Ça fait partie de ce que je préfère. Bah oui. Et voilà, dans l'ensemble, des trucs un peu tristes, sombres et dark et tout. Mais voilà, c'est ma cam. Vos films préférés, rapidement? Tu peux te dire non. Tu veux que je te sorte ton top 10 Oui, parce qu'en fait, tous les trois aussi, on se sert énormément de sens critique, hein, donc c'est... Depuis tout à l'heure, tu as bien mentionné Le Seigneur des Anneaux, Interstellar, ça c'est sûr. Il était une fois dans l'Ouest aussi. Alors, je vois dans ton top 10 Les Affranchis. Ouais, dis peut-être ceux qui paraissent, toi, me connaissant un peu plus... Les Affranchis, hein, Scorsese, Gangster et compagnie, ça forcément, c'était dans la catégorie grandiose. Des gros thrillers coréens, genre The Chaser, par exemple. Je vois qu'il y a David Lynch, Mulholland Drive. Wes Anderson, Grande Budapest Hotel, et puis oui, je sais que t'adores Anderson, Boogie Nights, Magnolia, tout ça c'est fantastique, grand chef-d'œuvre que j'adore aussi. Mais ouais, moi, si je peux recommander un cinéma à des gens qui ne connaissent pas trop, le cinéma coréen, que j'ai découvert sud-coréen, pour le coup. Je ne connais pas le nord-coréen encore. Pas encore. Cinéma sud-coréen, ok, pour la plupart du temps hyper violent, mais aussi hyper poétique, en fait, dans sa violence. Et moi, c'est un cinéma que j'ai découvert tard, mais que je trouve trop fascinant, parce qu'en fait, il pousse les curseurs à fond, tout le temps, mais de manière trop cool et trop intelligente. C'est des thrillers level, au moins David Fincher, mais genre, c'est le level normal des thrillers en Corée, quoi. C'est pas juste les chefs-d'œuvre. Et forcément, Park Chan-wook, Kim Ji-woon, etc.
Toi, Léon, tes films préférés? Pour revenir sur le rapport musique-image, émotion, t'as, ouais, bah, tu vois, genre La La Land, Le Cercle des Poètes Disparus, Interstellar, Cloud Atlas, Forrest Gump. Ouais, voilà. Et ça, c'est pour faire un peu, pour être cohérent par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais des fois, il y a un petit truc il y a un petit grave du Cournot qui se cale au milieu de tout ça. Et sinon, Mr. Nobody, énorme claque dans le mindfuck, voilà. Bah, et puis très sensible aussi. Oui, très sensible. Puis, bête d'écriture. Ouais, puis ouais, il y a un lien, je trouve, entre genre Mr. Nobody et le cercle des poètes Il y a disparus. que grave pour moi qui Oui, c'est pas joyeux, c'est pas... il est pas, je sais pas comment dire, il est pas mélancolique, tu vois, il est pas créateur de sentiments forts. Mais c'est un super film, moi j'adore, mais Ouais, mais je crois que c'est le premier film qui m'a un peu redonné confiance au cinéma français, de films de genre, horreur, made in France, avec un jeu très réaliste, puis Garance Marillier, pépite dedans. Bah, c'est le début d'une espèce de nouvelle vague. Hein, Mais c'est ça, et du coup, il y a plein de films qui découlent de ça. ouais, du bon comme du mauvais. Mais... Il m'a marqué, et surtout, je savais pas que c'était un film qui parlait de cannibalisme. Du coup, bah, c'est la grosse claque au milieu du film quand ça commence à partir dans ce délire-là, avec une superbe musique de Jim Williams faite à l'orgue. Totalement. Faut remarquer qu'à chaque fois qu'on parle de film, Léandre et moi, on va forcément parler du compositeur et de la musique qui vient derrière parce que c'est indissociable. Mais sinon, après, bah ouais, les grands classiques forts en émotion, Seigneur des Anneaux, Forrest Gump, Interstellar, Cercle des Poètes Disparus. Mais sinon, mon top 1 ever, Cloud Atlas, film beaucoup trop sous-coté, qui a le mérite de mélanger en fait plein de genres de cinéma, et c'est à chaque fois brillant dans la manière dont c'est mis en scène, et ça te projette en fait dans plein de styles différents. il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger pour tout le monde, et si tu es sensible à chaque univers dans ce film-là, bah, ça devient une énorme pépite pour toi. C'est une fresque. C'est Menu Maxine et stuff. Ouais, grave. Et puis la musique qui lie, ouais, pour revenir à la musique, mais la musique lie toutes ces histoires, parce que c'est un film choral, et c'est la musique qui lie aussi tout ça, c'est la poésie, c'est l'amour, tout ça, enfin bref, qui lie toutes ces histoires entre elles, et ça marche très bien. Je l'ai découvert sans savoir à quoi m'attendre. À 14 ans, regarder un film de 3h30, c'était pas du tout mon truc. Et je l'ai regardé sur un lecteur DVD portable. Ah, tu l'as pas vu au cinéma? Non, sur un lecteur DVD portable en voiture. Et genre, ça m'a marqué, mais vraiment. Du coup, je l'avais revu après dans un meilleur contexte. Et du coup, c'est le genre de film où une deuxième lecture est primordiale pour comprendre certaines choses et voir un peu les préparations paiement, parce que du coup, tu sais, une nouvelle lecture. Ce genre de film comme Interstellar, Inception, où deuxième lecture fait partie du film. Et du coup, bah, Cloud Atlas, ça m'a encore fait redécouvrir plein de choses, de le voir dans un autre contexte et tout. Bref. Totalement, je l'ai pas revu, Cloud Atlas, mais ouais, c'était une des séances de cinéma les plus longues de ma vie. Mais ouais, il y a plein de... Mais dans le bon sens du terme, ou... Bah oui et non, il y a des segments que j'ai beaucoup moins aimés. D'accord. Les trucs science-fiction et tout, ça j'ai beaucoup aimé, mais après c'est plus la partie maison de retraite et compagnie, c'est le moment où le temps il se fait long, quoi. Alright, et bah du coup, dans le même thème du coup des films préférés, j'ai prévu un petit jeu sur les films préférés. Bon, bah dans le thème du moment, quel est le film préféré de James Cameron? Il a pas parlé de Duel de Spielberg? Non. Enfin, si, ça fait Je partie. crois qu'il est dedans. Ça fait partie de ouais, ses films ça me parle. Ouais. De toute façon, il y a toujours une quinzaine de films préférés pour chaque C'est un contemporain ou non? C'est C'est pas. un vieux film. C'est un film en couleur, mais c'est un film de l'époque où les films n'étaient pas tous en couleur. Vous le connaissez, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Toi, tu Le l'as Magicien d'Oz. Ouais, c'est le Magicien d'Oz. Ok. Son film préféré. C'est son film préféré, c'est parmi ses films préférés, c'est celui qui ressort le plus. Un facile, quel est le film préféré de Peter Jackson? Et c'est facile pour une raison spécifique. Peter Jackson, son film préféré. Ouais. Forcément, si on prend. Tu peux donner un peu les c'est Ouais. pas contemporain? Non, c'est un vieux film en noir et blanc, de l'époque des films en noir et blanc. Oui, c'est que ça va être inspiré de Tolkien et. Ah, Caligari, non? Non, Même époque un peu? 10 ans plus tard, ouais. M. le Maudit? Non. Metropolis? Non. Peter Jackson, qu'est-ce qu'il y a dans ses films et tous les trucs Bah, des tu vois. monstres. Frankenstein? Comment? Dracula? Il y a un truc qui est évident. Mais donne-nous des indices. Mais Parce il a que fait quoi comme film, Peter Jackson? Il a fait Brain Dead, Bad Créature Taste, céleste. Créature céleste, Les Seigneurs des Anneaux, Les Hobbits, Lovely Bones. Attends, parce que du coup, son film préféré, c'est un film à lui? Ah putain, mais qui cool. Bah ouais, King Kong, Bah, je suis trop con. Ah putain, ok. évidemment. Ah ouais. Ah oui, bah oui. Dont il a fait un remake en 2005 que je trouve fantastique. Bah ça, tu vois aussi, grosse fresque. Bah ouais, pareil. Lui, pas mentionné, mais... Et en version longue, d'ailleurs, je recommande. Hein, ouais. Ok, super. Quel est le film préféré de Quentin Tarantino? Alors lui, il passe sa vie à parler de tous ses films préférés. Ah, il en sort attends, des- j'ai entendu. Il y en a qui Eh sortent ouais. tout le temps, dans toutes les discussions. C'est pas un film français, en plus. Non. Il y en a, mais forcément, tu penses à Bonaparte. Moi, c'est un de mes films préférés aussi. Enfin, je l'ai pas cité tout à l'heure, mais c'est un des meilleurs films de son pays. Ouais. C'est un film que je trouve absolument Un grandiose. film américain? Non, c'est pas un film américain, justement.
C'est un film de Kurosawa? Non, c'est un film des années 2000. In the Mood for Love? Non. Old Boy? Non, Je me rapproche. t'es dans, ouais, t'es dans. Cinéma asiatique? C'est un film asiatique. La moitié des scènes de Kill Bill font référence à ça, notamment. Ip Man? Non, ça sorti plus tard. Il y a littéralement des acteurs de ce film-là dans Kill Bill aussi, qui l'ont repris exprès pour refaire des scènes très très similaires. Moi, c'est un film que, à l'époque où j'étais ado, on le regardait tous en mode ouais, truc de ouf et tout, vas-y, on se fait une soirée. Et tout. Et oui, c'est Kung Fu en tout cas. Kung Non, Fu c'est à fond, pas hein. un film de Kung Fu. Le secret des poignards volants? Non, c'est pas un film d'arts martiaux. D'accord. Mais c'est un film asiatique qui est très 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 connu. Est-ce que c'est un film de Kitano? Il y a Kitano qui joue dedans. C'est le film le plus connu avec Kitano qui n'est pas un film de Kitano. Moi, je trouve que oui, là, je l'ai redécouvert beaucoup plus tard et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est littéralement le meilleur teen movie de l'histoire du cinéma, dans le sens où il y a pas de film. Ah, Battle Royale? Bah oui, qui parle mieux de l'adolescence que ce film. Ok. Battle Royale, évidemment. L'adaptation de Hunger Games. Va pas nous l'énerver, Quel est le film préféré de Steven Spielberg? Et c'est un film que vous avez vu tous les deux. Même je sais qu'au moins l'un d'entre vous l'a vu récemment. C'est un grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, c'est un film des années 50. Ah, Laurence d'Arabie. Bah oui. Ok. T'es sûr que c'est son film préféré? Bah, c'est parmi ses films préférés. Ouais, parce que je sais que c'est le film qui lui a donné, lui pour le coup, quand on en parlait tout à l'heure, le film qui nous a donné envie, bah lui c'est son film qui lui a donné envie de faire du cinéma. Ouais, totalement. Où il l'a vu et il a fait ok. La raison pour laquelle j'ai Mais choisi oui, celui-là. on l'a vu au cinéma avec Léandre il y a pas longtemps. Bah oui, incroyable. Bah ouais, moi, tout ce que j'aime aussi. Bah ouais, grand truc épique, grande fresque, Ouais, film incroyable. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode de Palabre. Vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes de streaming habituelles et sur le site uppercut-collectif.com. C'était Martin, Léandre et Cédric, et on espère que c'était agréable à écouter. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Salut, au revoir.